Bonjour à tous, c'est reparti pour un nouvel épisode. Pour rentrer en détail sur une conversation que vous et moi avons eue la semaine dernière sur Instagram. Donc j'ai partagé une vidéo qui a été assez controversée, quand bien même c'est un sujet d'actualité. On parlait de la relation entre les parents et les enfants, le sentiment de redevance envers ses parents et du point jusqu'auquel c'est légitime. Je faisais une remarque en soulevant le fait que dans certaines familles, euh, en fait, les parents ont comme une exigence envers leurs enfants, voire considèrent leurs enfants comme un plan de retraite sur lequel ils ont donc l'intention de s'appuyer pour leur vieux jour. Vous avez été nombreux à répondre, j'avoue que certaines de vos réponses m'ont beaucoup surprise. On sent que c'est un sujet émotionnel, ce qui relevait uniquement d'une question de dynamique familiale, en fait, relève d'une question de société, c'est économique, c'est social, c'est culturel, vous m'avez parlé de politique, enfin on est vraiment parti dans tous les sens. Donc c'est un thème qui est très riche, sociologiquement, émotionnellement et philosophiquement, on est d'accord. On va structurer la réflexion pour que, contrairement à ce qui se passait dans l'espace commentaire sous mon réel Instagram, ça ne devienne pas un débat riche versus pauvre. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup à avoir interprété le sujet de cette manière et j'entends maintenant ce qu'on va voir ensemble autour de cet épisode, c'est que ok, la dimension financière, c'est une chose, mais être riche ou être pauvre d'esprit, c'en est une autre. Et il y a une corrélation entre ce qu'on considère être la réussite et aussi ce qu'on considère être une vraie richesse, d'accord? Peut-être que vos parents ne roulent pas sur l'or, mais peut-être qu'ils vous ont transmis des valeurs qui sont inestimables, ok? Je pense que ça va être un podcast d'à peu près 1 heure, parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble. Donc, l'équilibre entre la responsabilité personnelle et la loyauté familiale. On a plusieurs questions à se poser. Donc déjà, dans les commentaires qu'on voyait en discutant ensemble, et que certains d'entre vous étaient outrés par ma remarque, par le fait que, effectivement, c'est pourtant quelque chose qu'on constate dans certaines familles. Il y a une exigence des parents envers leurs enfants. On attend des enfants qu'ils mettent la main à la pâte, pas seulement sur le plan où ils aident, mais aussi sur le plan financier. Certains d'entre vous ont été réellement outrés et me parlaient de leur expérience personnelle en expliquant qu'ils sont issus de familles pauvres et donc ils se sentent directement visés. Et ils défendaient leurs parents. Je trouve ça très beau, je trouve ça très mignon. Et maintenant, je voudrais qu'on pousse la réflexion un petit peu ensemble. Imaginons que toi, là, maintenant, tu sois dans la même situation financière que tes parents. Est-ce que toi, si tu étais dans la même situation que tes parents au moment où ils t'ont eu, est-ce que tu considérerais que c'est le moment idéal pour faire un enfant? Sachant que, voilà, un enfant, c'est pas que ce que toi tu veux qu'il devienne et les attentes que tu as pour sa vie, mais un enfant, c'est un individu en lui-même. Peut-être qu'il aura des goûts vestimentaires, peut-être qu'il aura envie de faire certaines activités extrascolaires, peut-être qu'il aura envie de développer ses connaissances. Et tout ça, ça amène des frais, tout ça, ça a un coût. Donc, l'idée d'avoir un enfant, c'est très bien, mais es-tu capable de subvenir aux besoins de ton enfant? Des besoins qui sont individuels. Peut-être même que ton enfant naît avec des circonstances autour de sa santé qui vont demander de toi encore un autre investissement et d'autres efforts. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment du cas par cas, mais puisque on est dedans, on est tous dans du cas par cas. Toi, à la place de tes parents, enfin, même situation financière que tes parents, estimerais-tu que avoir des enfants est une bonne décision? Donc, on peut ensuite se demander, doit-on quelque chose à ses parents sur le plan argent, culture, loyauté familiale? La réponse qui vient à l'esprit de tout le monde, un petit peu en mode dictateur moral, hein, si je peux me permettre quand même, c'est un peu vouloir prouver que vous êtes le plus reconnaissant possible, et j'aimerais vous dire que c'est tout à votre honneur, sauf que parfois la manière dont ça se matérialise, ça laisse songeur. Je sais que dans les commentaires, il y a d'autres personnes qui ont fait preuve d'énormément de vulnérabilité et aussi d'honnêteté émotionnelle, et ils expliquaient que eux, leurs parents, à leurs yeux, n'avaient pas fait le nécessaire, ne les avaient pas soutenus dans leur carrière, étaient même contre eux parfois parce que à la fin de la journée, c'est ce rapport d'argent, ça touche toute une dynamique familiale. Il y a aussi parfois, vous savez, le schéma de l'enfant prodige, de Golden Child en anglais. Donc, si vous avez des frères et sœurs, il va y avoir un enfant qui est un petit peu, c'est même pas l'enfant roi, mais c'est vraiment l'enfant sur lequel les parents misent tout, quoi. C'est un petit peu la poule aux œufs d'or. Et après, il y a tous les autres frères et sœurs qui sont à côté, et en fait, c'est des comparaisons perpétuelles. C'est constamment un rapport, non pas de force, mais un rapport de
comparaison et donc de compétition que les parents viennent instaurer. Et cet enfant, qui souvent est celui qui se plie le mieux à la dynamique familiale, parce qu'il a aussi été le mieux intégré à cette dynamique familiale, ça devient un petit peu celui qu'on compare. Donc cet enfant qui est tout le temps en train de raquer et de signer des chèques, comparé à ses frères et sœurs, il va être mis en avant jusqu'au jour où, bien évidemment, si un jour, malheureusement pour lui, il peut plus suivre le rythme, il peut plus céder aux caprices de tout le monde, il peut plus financer le mode de vie de tout le monde. À ce moment-là, ça devient le vilain petit canard qui n'a pas su gérer sa fortune. Et les autres, en attendant que ce jour, ils en viennent presque parfois à souhaiter que ce jour-là arrive pour ne plus se sentir comme si eux étaient incapables de faire quoi que ce soit. Mais en gros, les autres frères et sœurs, eux, sont relayés au second plan parce qu'on estime qu'ils ne sont pas aussi utiles que cet enfant prodige, vous voyez. Donc ça vient créer des dynamiques assez tortueuses parce que cet enfant prodige, d'un côté, il veut conserver son titre parce que, voilà, c'est celui qu'on nomme, c'est celui dont on a besoin, vous voyez, ça fait plaisir à tout le monde de se sentir utile. Mais en parallèle de ça, ça crée souvent des rapports conflictuels entre les frères et sœurs, puisque comparaison perpétuelle. Ok? Donc, quand j'ai posté ce reel la semaine dernière, c'était une remarque assez simple. J'expliquais que l'attente d'un soutien financier de la part des parents, c'est-à-dire que les parents attendent une aide de leurs enfants, c'est quelque chose qu'on observe souvent dans les milieux socialement défavorisés. Vous êtes devenus fous quand j'ai dit ça. Vraiment, la pilule, elle n'est pas passée. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je suis partiellement d'accord avec vous. Déjà, quelque chose que vous avez dit, pas moi, hein, mais vous, énormément d'Africains dans les commentaires ou d'Arabes qui expliquaient que eux, culturellement, c'était pas possible de ne pas aider leurs parents. Et c'était vraiment comme un badge d'honneur qu'ils portaient. Dans quelle dimension et comment concrètement ça se manifeste, ce soutien financier, ou comment eux, dans leur vie de tous les jours, ils voient ça et comment ça se met en place concrètement. Mais il y avait aussi des personnes du milieu donc, qui se considèrent comme étant issues de familles plus riches, qui expliquaient que pour eux c'était encore pire en fait, et que depuis qu'ils sont mariés ou quoi, leurs parents exigent qu'ils leur payent une voiture, qu'ils leur payent une maison, qu'ils contribuent encore plus au maintien de leur mode de vie. Et du coup, très vite, quand on a eu cette conversation, on s'est rendu compte que, ok, l'argent, c'est une chose, mais la richesse d'esprit, c'en est une autre. C'est-à-dire que certains parents, quand bien même on va leur reprocher d'être issus de défavorisés ou quoi ou qu'est-ce, et ils se sentent coupables ou quoi ou qu'est-ce, ces gens-là vont quand même se démener et tout faire pour ne jamais rien réclamer à leurs enfants. Parce que là, on parlait de l'exemple des retraites, mais on peut aussi parler de l'exemple dans certaines familles. À partir du moment où vous commencez à gagner de l'argent, vos parents vous réclament un loyer. Et ça aussi, c'est toute une conversation, parce que à la fin de la journée, t'as mis un enfant au monde, on t'a pas dit de le faire, ça a été ton propre chef que t'as pris cette initiative. Et maintenant, sous prétexte que tu as donné la vie, tu imposes aussi un tarif et donc une redevance à ce même enfant. Personnellement, je trouve ça fou, tu vois. Je sais que beaucoup de parents vont venir excuser le truc en disant oui, c'est pour responsabiliser l'enfant. Personnellement, je vais vous le dire et je sais que ça va être brutal et ça va pas plaire à tout le monde, mais je pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est une excuse, cette histoire de responsabilisation, je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez l'idée, c'est une excuse, c'est un prétexte. On fait croire que c'est pour responsabiliser l'enfant et en réalité, c'est pour cacher une mauvaise gestion financière. Parfois même, il n'y a pas d'éducation financière du tout dans ces familles. Et en fait, on utilise l'enfant pour rattraper le coup. Mais au lieu d'aller voir son enfant avec cette honnêteté-là et lui dire, écoute, financièrement, on fait ce qu'on peut, mais ton aide serait appréciée et maintenant que tu gagnes de l'argent, on aimerait que tu participes parce que ça allégerait les charges et donc ça nous simplifierait la vie. On va voir l'enfant en lui faisant croire qu'on lui fait une faveur et que voilà, c'est de la discipline, c'est de l'éducation, c'est ça être responsable. Ça, c'est du foutage de gueule. Alors, tout le monde ne veut pas l'entendre, pour des raisons qui sont les vôtres d'ailleurs, parce qu'à la fin de la journée, personne n'a pu me démontrer le contraire. Je sais que moi, j'ai grandi dans une famille où voilà, j'ai commencé à travailler quand j'avais 16 ans, et mes parents voulaient que, voilà, si j'étais restée chez mes parents, ils auraient voulu que je contribue financièrement. Et pour vous dire la vérité, ça a largement contribué au fait que je suis partie quand j'avais 17 ans. Je me suis dit, non mais attends, c'est une blague, je vais pas bosser pour leur donner de l'argent, moi me mettre encore en retard sur ma vie financière professionnelle, cet argent que je pourrais épargner pour moi un logement, pour moi mes études, pour moi autre chose, là il tombe dans leur poche
pour leurs dépenses. Alors que quand moi, je voulais faire mes choix de vie, pour que ce soit pour mes études, j'ai jamais pu faire des activités extrascolaires, ce genre de choses, en fait, je n'avais aucun soutien financier de leur part. Donc pour moi, c'est un déséquilibre qui m'invitait à prendre la porte et qui m'invitait à quitter le nid familial. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, j'entends que ça aussi, c'est du cas par cas. Je sais que d'autres... on leur a fait la même proposition, et puis bon, je sais pas s'ils ont donné de bon cœur ou s'ils étaient réticents, mais bon, le fait est qu'ils ont payé un loyer à leurs parents, donc c'est du cas par cas. Je sais aussi que dans d'autres familles aisées, où il n'y aurait pas non plus nécessairement besoin de réclamer un loyer à l'enfant, les parents le font quand même. Et que c'est une manière de faire une pression psychologique sur leur enfant, parce que pour le coup, c'est pas du tout une question d'argent et c'est pas non plus une question de responsabilité, mais c'est une question de contrôle familial. Et cet héritage, euh, ces ressources, en fait, ne sont mises à disposition que sous certaines conditions. Et c'est une forme de manipulation aussi. Mais bref, donc, on continue. Quand j'ai dit par rapport au truc des retraites, enfin, c'est une observation sociologique assez banale en réalité, hein. Je veux dire, allumer la télé. Enfin, je sais pas s'il y a un seul jour en France où les gens ne parlent pas des retraites. Donc le fait que vous ayez joué les gens estomaqués pour ça, ça m'a un petit peu surprise. D'autant plus que certains m'ont dit que c'était condescendant. Je voudrais juste qu'on remette des bases ensemble. Le mot prolétaire, ok, que vous employez beaucoup. Cette histoire de mot prolétaire, on va regarder ensemble l'étymologie du mot. Et en fait, prolétariat vient du latin proletarius. Dans la Rome antique, les prolétarii étaient la classe sociale la plus pauvre. Ils n'avaient ni terre, ni richesse, ni patrimoine. La seule chose qu'ils pouvaient apporter à la société était leurs enfants. Le mot vient de prole, qui signifie descendance, progéniture, enfant. Donc littéralement, les prolétaires étaient ceux dont la seule richesse était leur capacité à produire des enfants. Des enfants représentaient de futurs soldats, de la main-d'œuvre, une continuité sociale. Alors, ça rejoint notre sujet parce que dans les classes considérées comme pauvres historiquement, les enfants étaient aussi une ressource économique, une sécurité pour la vieillesse et un capital familial. Donc, quand quelqu'un parle de prolétariat, on fait référence inconsciemment à l'idée que dans certains contextes économiques, les enfants deviennent une forme de capital social ou économique. Mais c'est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une stratégie consciente ou de cynisme. C'est souvent simplement un système social traditionnel, voire même une nécessité économique. Et je trouvais ça intéressant de se le rappeler parce que quand on a commencé à avoir cette conversation, vous et moi, certains, enfin j'imagine que c'est une insulte, m'ont attaqué en me disant mais est-ce que tu serais pas un petit peu sous l'emprise du capitalisme, est-ce que tu serais pas un petit peu libéral et tout. Bah je trouve ça drôle parce que enfin, vous voulez quoi en fait, vous, comme système social? Moi, c'est ça ma question, c'est que je suis bien d'accord pour dire qu'on a le droit de s'interroger sur ce que les parents attendent des enfants et dans quelle dimension, puisque si ça en vient à te déstabiliser financièrement, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est dans ton intérêt? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est pour te responsabiliser? Mais que vous soyez dans un déni que je qualifierais d'historique, quoi. Au fait que vous ne voulez pas admettre que pendant longtemps, bien avant qu'on instaure ce système capitaliste, comme vous le dites, avec l'État-providence, avec un État qui met en place un système de répartition des richesses, quand bien même aussi inégal soit-il, mais avec quand même une histoire de retraite et des ressources mises en place pour aider les gens, et patati et patata, et un retour sur votre force de travail. À l'époque, le seul retour sur ta force de travail, c'était ton enfant. Si t'avais pas d'enfant, bah, t'étais dans la merde. Il y avait personne pour t'aider à travailler au champ. Et ce que je vous dis là, ça remonte pas il y a 3 siècles, hein. C'est-à-dire la génération de vos parents, probablement s'ils sont immigrés, ou la génération de vos grands-parents, ou plus tard, arrière-grands-parents, si vraiment vous voulez commencer à remonter dans le temps. Mais ça se passe dans un laps d'une 50aine d'années, quoi. T'as pas besoin de remonter 6 siècles en arrière. Tes grands-parents, souvent ils avaient je sais pas combien d'enfants, enfin je vais parler pour moi, ma mère est portugaise, mon père est camerounais, ok? Portugal, déjà tu remontes 50 ans, 60 ans en arrière, donc ils sont dans une dictature, les gens travaillent dans les champs, tu vois ce que je veux dire? La force, c'est de pouvoir avoir ton fils qui t'aide dans la récolte, ta fille qui t'aide à préparer tout ça pour le marché et ce genre de choses, et on est vraiment dans ce mode de vie prolétaire, tu vois ce que je veux dire? Donc, que vous ayez décidé de tourner ça en quelque chose de négatif parce que finalement ça met le doigt sur une réalité que vous avez plus ou moins envie de fuir, je peux le concevoir. Mais ça changerait au fait que c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ça changerait au fait que pendant très longtemps, ce qu'on considérait être de la richesse, c'était pas nécessairement une accumulation matérielle, mais c'était le fait d'avoir une descendance. Même si tu montais un petit business, l'idée que ton fils ou ta fille puisse le reprendre et donc faire tourner la maison pour que ça devienne, que ça devienne un héritage familial. Bah, c'était ça le but du jeu. Je vois pas, faut arrêter. En fait, moi ce que j'essaie de vous dire à travers ça, c'est arrêter de voir des insultes aussi où il y en a pas.
tu vois. Parfois, on sent que vous êtes vraiment dans une réaction émotionnelle. Genre, j'aimerais bien à la fin de cette podcast vous lire certains messages que les gens ont laissés sous le commentaire. Je vais te dire, il y a eu, je sais même plus combien de messages, mais en gros, sur tous les messages, il y a eu qu'un seul mec qui a dit les termes et qui a dit concrètement qu'il était issu de famille pauvre. Tous les autres, vous êtes là, vous piétinez autour du sujet, on sent que voilà, vous êtes touché, vous vous sentez visé, vous avez envie de commenter, vous êtes furieux, genre on met le doigt sur des vérités avec lesquelles vous êtes mal à l'aise. Il y a un seul mec qui a dit très clairement, moi je suis issu d'une famille pauvre, ma mère nous a élevés, aujourd'hui je suis dans une situation où voilà, j'ai réussi financièrement, je suis stable dans ma vie, c'est pour moi normal de lui rendre ses efforts, de lui rendre cette force qu'elle m'a donnée, de lui rendre ce soutien, cet amour, et voilà, et si ça se fait pas à travers l'argent, il n'y a aucun problème. Un seul mec, sur tous les gens qui sont venus jouer les offusqués. Je trouve ça fou. Donc attends, sur 352 commentaires. Donc tu vois ce que je veux dire? C'est très révélateur aussi de comment se sentent les gens ancrés dans leur propre vie. Je vous disais, on parlait énormément de culture. Les gens dans ma culture, mais pas ses parents en maison de retraite. Il y a eu une opposition très forte entre ce qu'on considérait de la culture occidentale et la culture africaine. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai pas trouvé ça nécessairement juste. Enfin, c'est-à-dire que de toute évidence, il y a de tout partout. Tu vois ce que je veux dire? Vouloir réduire une couleur de peau. Il y a même des gens qui s'en sont pris à ma couleur de peau qui m'ont dit que voilà, je pensais comme ça parce que j'étais métisse. Enfin, genre, vous êtes des fous, quoi. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne, le monde. Je suis bien d'accord pour dire qu'en fonction de ta couleur de peau et en fonction de là où t'es né et où t'as grandi, tu vas avoir des influences culturelles. Mais en fait, ça aussi, c'est être capable de faire une différence entre cet héritage culturel que tu as reçu et ton autonomie de pensée. Il y a des mecs qui ont grandi en Afrique ou qui ont grandi en France dans des familles africaines et qui ont réussi à faire la part des choses, j'ai envie de te dire. Donc arrêtez d'essayer de vous cacher derrière une culture. Vous n'êtes pas les déteneurs de la culture, vous n'êtes pas les représentants du continent africain ni de la culture arabe, d'accord? Vous êtes le représentant de ce qui se passe chez vous, à l'échelle de votre foyer. Et c'est valable pour moi aussi. Parce qu'il y a une dame qui a eu la bonne idée de me dire, ah, dans ta vidéo, t'as employé le mot normalement, mais ta norme, c'est pas ma norme. Alors, bravo ma petite chérie, en effet, c'est vrai. Ta norme n'est pas ma norme n'est pas ta norme. Donc on fait quoi? Est-ce qu'on supprime le mot normalement du dictionnaire? On le bannit? Puisque rien n'est normal pour personne en fin de compte. À un moment donné, il faut aussi comprendre quand les gens ont une conversation, arrêtez de vous focaliser sur des banalités. On est en train de parler d'un vrai sujet qui de toute évidence vous a chamboulé. Je sais que dans une vidéo de 1 minute comme celle que j'ai pu poster sur Instagram, on peut malheureusement pas y intégrer toutes les nuances du monde. C'est pour ça que là, je vous propose ce format un peu plus long pour qu'on échange des idées ensemble. Mais comprenez que, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas ma responsabilité de gérer vos émotions. Si vous vous sentez offusqué parce que j'ai dit quelque chose, bah, peut-être, tu vois, quand c'est trop vrai, parfois c'est un petit peu tranchant. Excusez-moi, c'était pas le but, mais en même temps, on peut pas tous danser sur des œufs, tout ça parce que vous êtes des extrasensibles. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est le jeu comme on dit. Puis si vous n'êtes pas content, YouTube est pour tout le monde. Vous pouvez toujours faire une vidéo, hein. Moi je vous retiens pas. Donc dans ma culture, on s'occupe de ses parents. Il y a même carrément quelqu'un qui a dit quand voilà, on faisait cette opposition entre riches, on n'avait pas encore dit riches d'esprit, pauvres d'esprit, on parlait vraiment sur le plan financier. Il y a une meuf qui a dit oui, dans les familles riches, ils sont tellement heureux qu'ils n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir mettre leurs parents en maison de retraite pour les escroquer. Et du coup, je lui ai demandé, je fais, mais toi, t'es riche? Toi, t'as mis tes parents en maison de retraite pour les escroquer? Non, mais d'où te viennent toutes ces idées, en fait? Arrêtez de diaboliser la richesse. Ça ne vous aide pas. C'est-à-dire que vous vous sentiez moralement supérieur à des gens parce que vous estimez que vous gagnez, parce qu'ils gagnent trop d'argent pour être des gens bien ou je sais pas trop ce qui vous traverse l'esprit. Tout ça, c'est des pensées limitantes qu'on vous a mis dans la tête et ça ne joue pas en votre faveur. Il faut bien que quelqu'un vous le dise à un moment donné. Que tu sois persuadé d'avoir de meilleures valeurs morales que quelqu'un. C'est une chose, c'est possible. Mais si tu penses qu'il y a une corrélation entre le fait que tu sois pauvre et le fait que tu sois meilleur que quelqu'un, mais t'es pas sorti de l'auberge, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait dans la vie. Donc juste prenez un petit peu de recul sur toutes ces informations-là, d'accord? Dans ta culture, on s'occupe de ses parents, dans la culture de plein de gens, on s'occupe de ses parents. Et d'ailleurs, dans la vidéo que j'ai fait, personne n'a dit de laisser crever ses parents. Ça, c'est vous qui avez sauté aux conclusions. Moi, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai juste demandé d'où venait cette exigence et comment se fait-il que cette exigence se matérialise souvent en premier lieu sur le plan financier.
Parce que c'est pareil, t'es pas obligé d'être blindé aux as pour être utile à ta famille. Le fait d'être présent, le fait de les soutenir, le fait de leur téléphoner, le fait de prendre de leurs nouvelles, peut-être les accueillir chez toi pour un repas ou aller chez eux pour, je ne sais pas, moi, ils ont besoin d'aide pour, ça peut être des trucs anodins, tu vas faire des travaux, t'as quelqu'un, une femme dans ta famille qui est enceinte, tu vas préparer des petits plats, comme ça, elle aura pas à s'en soucier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Des gestes d'amour. Toi, pour toi, si on ne fait pas un chèque, on t'aime pas, quoi, c'est ça. Non, je plaisante, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, pousser un petit peu le raisonnement aussi, quoi. Ensuite, des trucs du genre. Après tout ce que mes parents ont fait pour moi, c'est normal que je leur rende. Encore une fois, ça c'est tout à fait honorable à partir du moment où tu estimes qu'ils en ont fait suffisamment ou alors, parce que c'est vrai que ça c'est aussi des notions qui sont délicates, la gratitude, ce genre de choses, comment ça se manifeste. Au final, si t'as un cœur ingrat, les gens, quoi qu'ils fassent, tu trouveras que c'est jamais suffisant. Donc je suis d'accord aussi pour dire qu'il y a des moments où il faut savoir se faire violence et il faut savoir être reconnaissant, même si tu estimes que les gens n'ont pas fait autant qu'ils devraient faire. Aimer, c'est pas ça. Aimer, c'est aimer ce que toi, tu peux faire pour la personne. C'est pas aimer ce que la personne peut faire pour toi. Donc, je suis d'accord que parfois, quand t'arrives dans un... T'en arrives à un point où toi, t'es satisfait avec ta vie, qu'on t'ait aidé ou qu'on t'ait pas aidé. Je suis d'accord pour dire que la richesse d'esprit, c'est aussi ça. C'est de se retourner vers sa famille, vers les gens qui nous ont tendu la main à un moment ou à un autre, et faire le nécessaire ou faire son maximum pour pouvoir leur être utile. Je pense que oui, tu vois, c'est logique et on peut que encourager ce genre d'initiative, tu vois. Ce qu'on veut, c'est que les gens vivent en paix. On veut que les familles soient unies. Mais pour ça, il faut que tout le monde s'y sente respecté. Encore une fois, moi, ce que je soulevais comme problématique, c'est le fait que dans ces dynamiques où les parents exigent de leurs enfants un soutien financier pour pallier à leurs propres lacunes financières, souvent cet enfant-là, il se sent mais essoré, quoi. C'est-à-dire qu'on va lui prendre jusqu'à ce qu'il ait plus un centime. Il y a même des gens qui se mettent dans des dettes pas possibles parce que, tu vois, il y a comment dire, tout un, le mot m'échappe en français, mais t'as tout un, on va dire éventail, c'est pas le bon mot, mais vous comprenez l'idée, c'est, certains vont, parce que leurs familles sont dans le besoin, contracter des prêts ou se mettre dans des situations financières qui sont particulières, mais j'ai presque envie de te dire, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, il faut vraiment sauver les meubles dans la famille. C'est une question de vie ou de mort, c'est une question de est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, ont un toit ou demain se trouveront à la rue. Alors que dans d'autres familles, on est sur du pur caprice. On est sur des gens qui exigent un soutien financier pour financer un lifestyle que d'eux-mêmes ils n'auront jamais et que, pardon de vous le dire, mais parfois t'as pas les choses parce que tu les mérites pas, tu vois. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui est capable de sponsoriser un petit peu tout leur délire, ça n'aide personne parce que eux, en fait, comme ils n'ont jamais eu, je parle des parents, le reste de la famille, comme ils n'ont jamais eu à travailler pour acquérir et que souvent d'ailleurs, ils ne sont pas au cœur des enjeux de ce que ça coûte pour maintenir son business. Et puis même, parfois, ils vont commencer à vraiment tomber dans des exigences et avoir des caprices où tu vas t'endetter pour des gens qui, derrière, le jour où tu seras plus capable de payer, vont venir te le reprocher, concrètement. Parce que tu leur as donné des goûts de luxe, tu vois, et que c'est dingue à dire, mais c'est en partie de ta faute. Tu n'as pas su mettre les limites au moment où tu aurais dû le faire. Tu n'as pas su refuser quand c'était ton dû, parce que c'est pas parce que les gens te demandent qu'ils doivent recevoir. Et au final, tout ça, ça joue un tas de défaveurs. Parce que le jour où t'as pas un, c'est pas eux non plus qui peuvent te donner. La seule chose qu'ils peuvent faire, au mieux, c'est te faire des reproches, au pire, c'est se foutre de ta gueule parce que t'es au retour à la case départ. Donc pour peu que tu sois né dans un environnement toxique et où tu penses que l'amour s'achète et où tu penses qu'à travers cette validation ou quand voilà, tes parents, ton père, ta mère, ta tante, ton cousin te demandent ci et ça, tu penses que le fait de céder à leur caprice va faire que tu vas gagner leur approbation et que tu vas gagner leur respect, généralement, tu retombes de haut quand tu réalises qu'il n'y a aucune corrélation entre les achats ou l'argent que tu peux dépenser et l'amour qu'on va t'octroyer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des pièges dans lesquels beaucoup, nombreux sont ceux qui sont tombés. Si tu as envie de tomber dedans, encore une fois, moi je te retiens pas. Je te dis juste, ouvre les yeux, tu vois, il y a un monde autour de toi et ce monde a tendance à reproduire les mêmes schémas. Tu peux bien évidemment être l'exception qui confirme la règle, mais c'est difficile lorsque tu rentres dans une situation où petit bonheur la chance et que tu pries juste pour que les gens soient reconnaissants et que voilà, là t'as dit oui pour des sommes qui sont pas forcément raisonnables, mais t'espères que les gens vont le réaliser. Non, les gens réalisent pas ce que tu ne les aides pas à réaliser. Si tu ne nommes pas les choses, si tu ne dis pas ce qu'il en est clairement, il faut que tu arrêtes de rêver et d'espérer que eux vont le réaliser pour toi. C'est à toi de mettre les limites puisque le jour où ça foire, ce sera toi qui tomberas le premier.
T'as compris? Donc ensuite, l'argent du sacrifice, après tout ce que mes parents ont fait, c'est normal que je leur rende, je peux l'entendre. Et d'autres encore ont compté une réalité différente, les parents, ça je vous l'ai déjà dit. Certains expliquaient s'être endettés. Oui, donc comme je vous le disais, moi ce qui m'a beaucoup plu et la raison pour laquelle j'ai eu envie de faire un format plus long, c'est parce que très vite, cette conversation anodine, je vous invite là sur YouTube, il y a la petite vidéo, le petit reel Instagram que j'avais partagé qui fait vraiment 1 minute. Sur Instagram, les réactions sont beaucoup plus disproportionnées, si vous voulez mon avis. Mais en gros, on a vraiment ressenti qu'on touchait à des sujets beaucoup plus larges, notamment la classe sociale, la culture, la loyauté familiale, la gratitude, et même la question de savoir si un enfant doit quelque chose à ses parents. La question qui m'a le plus marqué et que peu de gens ont vraiment abordé est la suivante. Si vous étiez aujourd'hui dans la même situation financière que vos parents au moment où ils vous ont eu, est-ce que vous feriez vous-même des enfants? Ça, je vous l'ai demandé au début. Autrement dit, est-ce que nous défendons les décisions de nos parents par amour et loyauté ou parce que nous avons du mal à remettre en question certains modèles familiaux? Alors pour vous aider à répondre à cette question à travers les observations que j'ai faites, à travers vos commentaires, il est indéniable que nombre d'entre vous avaient énormément de mal à questionner les modèles familiaux dans lesquels vous avez grandi. C'est très problématique même, parce que aimer quelqu'un, ce n'est pas tolérer tout ce que cette personne vous propose, d'accord? Il y a beaucoup d'entre vous où vous avez grandi dans des familles, c'est même pas nécessairement toxique, hein. Certains vous avez grandi dans des familles toxiques, mais juste avec un déséquilibre, tu vois? Que ce soit parce que en fait votre mère a dû jouer le rôle de la mère et du père, que ce soit parce que peut-être vous aviez un père qui était physiquement présent mais émotionnellement absent, ou alors enfin c'est du cas par cas, il existe mille et un cas de figure, mais le fait est que souvent, du fait que vous avez traversé ces épreuves avec un ou les deux de vos parents, en fait, vous avez créé ce lien que personne ne vous reproche, hein, mais ce lien, cet amour, a débordé de telle sorte où en fait maintenant vous êtes incapable d'adresser des critiques libératrices, hein. C'est-à-dire que ça vous aiderait d'admettre certaines choses, mais vous n'y arrivez pas parce que vous avez le sentiment que dire ces choses-là, c'est trahir ce parent qui a été envers vous tant dévoué. Et je vais vous le dire très clairement, il y a de très fortes chances que la raison pour laquelle vous vous sentiez comme ça, c'est parce qu'à un moment ou un autre, vos parents ou vos parents ont instrumentalisé leurs décisions contre vous. Il y a de fortes chances que la raison pour laquelle vous ne soyez pas capable de formuler clairement ce que vous ressentez, mais que toujours vous venez mettre un voile sur vos émotions, les reproches que vous pourriez faire à votre famille, et vous vous dites non, je vais pas te dire ça parce que voilà, vous pensez que c'est de la loyauté. Dans l'histoire que vous vous racontez, de tels comportements, c'est ça être loyal. Et donc, parce que vous avez peur de trahir le parent ou vos parents, vous allez toujours sugarcoating, j'avais fait une autre vidéo, on parle de ça, enrober le sucre, dissimuler, atténuer vos émotions, parce que vous avez peur en fait du retour de flamme. Et ça, il n'y a qu'une seule, il y a vraiment, enfin, la raison principale pour laquelle ça se produit, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, vos parents ou ta mère ou ton père ont utilisé ce qu'ils faisaient, et souvent le minimum, hein, je me permets de vous le dire, parce que bon, à la fin de la journée, t'as fait un enfant, il a un trou au-dessus de sa tête, il a à manger, il a des vêtements. Ok, tous les enfants dans le monde n'ont pas ça, mais justement, le problème, c'est que des parents n'étant pas capables de fournir le minimum à leurs enfants, mettent quand même des enfants au monde. C'est ça la vraie honte, tu vois. Si tu es dans un pays où la contraception n'existe pas, ou alors tu as vécu des crimes de guerre et tu te retrouves dans une situation où finalement tu es obligé d'avoir cet enfant. Personne ne te juge, tu vois, au contraire, on a tellement de compassion pour les femmes dans des situations aussi terribles et difficiles à gérer. Mais la plupart d'entre vous, c'est pas le cas. Vous avez grandi dans un pays où la contraception existe, vous êtes très conscient de ce qui est nécessaire afin qu'un enfant grandisse dans de bonnes conditions, et pourtant, vous y allez un petit peu au petit bonheur la chance, tu vois. Et donc, quand t'as des parents qui élèvent des enfants dans enfin, la wall again, d'une certaine manière, tu vois, eux, ensuite, se retournent vers leurs enfants en disant, mais attends, mais t'as des vêtements, t'as à manger, t'as un toit. Et l'enfant se sent redevable du minimum. Du minimum, parce qu'au final, si t'avais un animal de compagnie, il aurait quasiment la même chose, tu vois. Peut-être qu'il aurait pas peut-être qu'il aurait pas une garde-robe, mais bon, il aurait très certainement un toit et à manger aussi, et puis voilà, une petite couverture, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'aimerais aussi qu'on arrête d'ériger en honneur international quelque chose qui devrait être la base quand tu prends la décision aussi importante que d'engendrer la vie. Si t'es pas capable, si t'as pas les moyens d'entretenir et de t'occuper d'un enfant minimum pendant 18 ans, et vraiment minimum, parce que dans certaines cultures, on vous rappelle que la majorité c'est 21 ans, et qu'au final, quand tu fais un enfant, bah,
Normalement, c'est jusqu'au moment où tu quittes cette terre que c'est ton enfant. Et si tu as fait les choses bien, toute cette question de redevabilité ou redevance, je sais plus comment ça se dit, de savoir est-ce que oui ou est-ce que non, ça se posera même pas parce que ton enfant de lui-même se sentira appelé à faire les choses pour toi. Parce que c'est le pouvoir de l'amour, tu vois. L'amour fait que tu te questionnes même pas, tu veux juste que les gens soient bien et s'il faut donner sa personne pour qu'il en soit ainsi, eh bien ainsi soit-il. Comme la plupart d'entre vous, vous êtes contentés du minimum et vous avez tout misé sur un gosse sans investir sur l'enfant, hein. Vous en avez rien à foutre de ses passions, de son travail, vous vous intéressez pas à son entourage, vous êtes neurocentré sur vous et ce que vous estimez être bon, que ce soit sur le plan religieux, familial, professionnel. Vous imposez vos exigences à votre descendance sous prétexte que vous l'avez mis au monde, comme si encore une fois on avait été plusieurs à vous dire que c'était une bonne idée, mais non, l'idée elle vient de vous. Et pourtant, vous vous vengez sur l'enfant et vous faites subir l'enfant. C'est un truc de ouf, tu vois. Et ça, je suis désolée, c'était peut-être quelque chose qui passait avec nos grands-parents et nos parents à l'époque. Notre génération et les générations qui arrivent, elles portent pas du tout le même regard sur la situation, tu vois. Et on considère comme étant irresponsable le fait de faire un enfant que tu as finalement l'intention d'ignorer, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan personnel, tu vois ce que je veux dire? Donc bref, ensuite. Donc, je voudrais essayer de dépasser les réactions émotionnelles pour regarder ce sujet sous plusieurs angles, économique, culturel, psychologique et moral. Parce que la vraie question n'est peut-être pas seulement est-ce qu'on doit aider ses parents, mais plutôt est-ce qu'une relation saine entre parents et enfants. Non, pardon. Mais qu'est-ce qu'une relation saine entre parents et enfants quand l'argent est en jeu? Très intéressant. C'est pas impossible à faire. D'accord? C'est pas genre dès qu'il y a de l'argent, parce qu'en fait, on en revient un petit peu toujours à la même chose. Les parents ont une responsabilité, c'est celle d'inculquer des valeurs à leurs enfants. C'est-à-dire que quand bien même, ok, tu peux pas prévoir tous les scénarios du monde, il y a des piliers dans la vie, comme la santé, les relations amoureuses, le monde du travail, la relation avec l'argent, la relation avec Dieu, le monde spirituel, ce genre de choses. C'est des conversations que tu es censé avoir avec ton enfant. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es là, posé, que tu attends que ce soit la maîtresse à l'école qui s'en charge, peut-être que ça, tu vois, c'est des signes que tu n'es peut-être pas tout à fait qualifié pour être parent pour commencer, t'as capté? Donc la réalité est que il y a des sujets qu'il va falloir que tu abordes avec ton enfant. Il va falloir que tu lui inculques des valeurs. Et l'argent n'est sacré que si pour toi, en tant que parent, l'argent est sacré. Si tu expliques à ton enfant que l'argent c'est un outil très très utile, hein, un outil que tout le monde a envie d'utiliser, mais qu'à la fin de la journée, ce qui a vraiment de la valeur, bah, c'est vraiment son esprit, qu'il y a des gens qui ont eu des fortunes, qui les ont perdues et qui ont été capables de les rebâtir par la force de leur pensée, par la force de leur travail, que c'est pas parce que t'as plus d'argent sur ton compte en banque que l'histoire elle s'arrête, c'est pas parce que tu viens d'une famille qu'on considère comme étant défavorisée que tu vas manquer de quoi que ce soit. Si t'es capable d'inculquer ça à ton enfant, mais en fait, t'as pas de souci à te faire. Le problème vient du fait que certains d'entre vous, vous êtes hypocrites quant à votre propre relation avec l'argent. Et quand on prenait l'exemple tout à l'heure de verser un loyer à ses parents, et que je vous disais, parfois vous dites des trucs à vos enfants, vous leur mentez à la figure. Vos enfants, ils vivent avec vous, ils savent très bien le pourquoi du comment tu demandes de la thune, mais toi, t'es pas capable de l'admettre de ta bouche parce que t'as trop d'ego. En fait, vous laissez votre ego interférer dans votre relation avec votre enfant, et ensuite, ça vient s'étaler à d'autres domaines, et qui est l'argent, entre autres, mais ça pourrait être autre chose, tu vois. Mais bon, comme l'argent est le nerf de la guerre, il s'avère que souvent, quand t'as pas fait les choses correctement et qu'en fait t'as sacralisé l'argent au-dessus de ta relation avec ton enfant, comme parfois il y a des gens, ils travaillent toute leur vie, ils voient jamais leur gosse grandir, et un jour ils en arrivent à ce moment de cette fameuse retraite où ils ont pas besoin d'argent, mais ils ont besoin que quelqu'un prenne soin d'eux, et qu'en fait leurs enfants reproduisent des schémas et donc sont aussi absents, parce que eux aussi désormais se concentrent sur leur carrière et qu'on est on est dans de la reproduction de cycle. Ces gens-là comprennent pas, tu vois. Ils se disent, mais attends, mais pourquoi et tout? Bah, parce que tes enfants ne font pas ce que tu leur dis, tes enfants font ce qu'ils te voient faire bien souvent, tu vois. Et que si t'as pas une relation saine avec l'argent, il y a de fortes chances que, à moi, encore une fois, c'est du cas par cas, tu vois. Parfois, les gens, on devient l'extrême opposé de ce qu'on a vu, tu vois. Mais dans la majeure partie des cas, même si tu arrives à faire une différence entre la relation que tu vas entretenir avec l'argent, il va y avoir des schémas que tu vas reproduire comme des schémas miroirs, tu vois. Genre, il va y avoir des comportements
que si, je vais essayer de prendre un exemple. Si par exemple, voilà, tes parents étaient hyper absents ou alors ta mère était hyper absente par rapport à son travail, ce genre de choses, et elle te calculait pas, elle t'ignorait émotionnellement parce que elle était trop épuisée ou quoi par sa carrière, il y a de fortes chances que même si tu as envie à un moment donné d'avoir une relation avec ta mère, de temps en temps, consciemment ou inconsciemment, tu vas aussi lui renvoyer cette image de bah toi maintenant, toi t'es trop occupé avec ta carrière, tu vois. Toi t'es trop fatigué, toi t'as pas le temps pour elle. Parce que c'est quelque chose qu'elle t'a montré et que bah t'as envie en fait, c'est genre plus fort que toi, t'as envie de lui faire refléter ce que t'as ressenti. Et il y aura pas de meilleure manière de le faire que si les rôles sont inversés, tu vois. Donc tu vas emprunter certaines de ses caractéristiques, certains de ses comportements, et tu vas lui remettre en pleine face pour qu'elle voit ce que ça fait de se sentir négligée pour une question d'argent. Alors je sais que dit comme ça peut paraître un petit peu perverti, mais bienvenue dans la nature humaine. La plupart des gens se comportent comme ça en fait. Ensuite, est-ce que les enfants doivent rembourser leurs parents? Certains pensent que oui. Hein. Personnellement, non, je ne pense pas. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'équivalence, c'est impossible. Je sais qu'il y a des parents qui arrivent avec cette logique, hein, qui pensent que voilà, leurs enfants, chaque centime qu'ils ont dépensé, ils ont bien l'intention de revoir la couleur de cet argent d'une manière ou d'une autre. C'est impossible. Déjà, bon, ça va être très cliché dit comme ça, mais tu fais des enfants pour les enfants eux-mêmes. Tu fais un enfant parce que tu as envie de voir, parce que cette moitié de toi est moitié d'une personne que tu aimes et que, bon, idéalement, tu fais un enfant à quelqu'un que tu admires. C'est-à-dire que si ton enfant, demain, devient la copie conforme de la personne avec qui tu l'as eu, tu es censé être fier. T'es pas censé être inquiet. T'es pas censé dire, oh non, non, t'es pas censé être en panique parce qu'en fait, t'as fait des enfants un guignol et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Tu es censé te dire, yes, là, on est sur un être humain, on est sur un hybride, on est sur quelqu'un de vif d'esprit, on est sur quelqu'un, voilà quoi. C'est une vraie addition à l'humanité, cette personne. Et donc, cette personne, cet enfant qui est le tien, le simple fait qu'elle se développe, le simple fait qu'elle te témoigne de l'amour, le simple fait qu'elle se soucie de toi et que donc toutes les dimensions que cela comporte, s'il y a un moment où il faut payer une facture pour t'alléger d'un poids, elle le fera parce que ce sera plus une question. Bah, bien évidemment, qui peut s'opposer à ça? Tout le monde est d'accord avec cette idée. Maintenant, il est impossible pour un enfant de rembourser ses parents parce que c'est totalement illogique. Enfin, tu vois, et puis en plus, moi, quand j'entends rembourser ses parents, je vois vraiment le côté économique du truc où tu sais, genre là, tu vas acheter une maison. Et en fait, ta maison, il y a de fortes chances, selon la direction que vont prendre les marchés, soit que ta maison prenne en valeur, soit qu'elle perde en valeur. Pareil avec l'argent, littéralement avec l'inflation, perd souvent en valeur. Je vois un peu cette idée d'investir dans un enfant un peu pareil, c'est-à-dire qu'avec le temps qui passe, le fait que tu fasses un enfant, c'est entamer ce qui est supposé être ton livre préféré, sachant que tu verras jamais la fin. Tu vois, tu fais un enfant avec l'idée que tu vas partir avant lui. Et donc, non, l'idée c'est pas qu'il te rembourse, ni même qu'il te soit redevable, mais c'est qu'à travers les comportements de cet enfant, à travers ce que cet enfant va faire sur cette terre, il y ait une trace de toi. Tu as une fierté dans l'énergie, dans la mémoire, quelque chose d'honorable. Et c'est ça en fait qui te maintient en vie et c'est ça en fait qui te porte. C'est cette idée que non, j'attends pas d'un enfant de l'argent parce que finalement l'argent c'est ce qui a le moins de valeur sur cette terre. Mais j'attends de mon enfant une fierté, quelque chose d'inestimable. J'attends que mon enfant fasse vivre mon nom d'une certaine manière. Je sais que ça peut pas être très presque, tu vois, pas dérisoire, mais je peux comprendre que on est tous une attente différente, mais à la fin de la journée, le fait d'avoir un enfant ne devrait reposer que sur l'amour, tu vois. C'est de l'amour, l'idée de dupliquer de l'amour, de multiplier de l'amour. Il peut y avoir que ça. Si tu fais un enfant dans l'espoir que ça devienne ton plan de retraite, déjà, tu as de fortes chances d'être déçu. Et puis, quand bien même cet enfant devient un plan de retraite, il va le ressentir. C'est-à-dire que on sait ce que nos parents ont fait ou n'ont pas fait pour nous, même si on n'a pas envie toujours de le formuler. Tu sais quand tes parents un peu se sont joués de toi, et tu sais quand ils t'ont soutenu. Et je pense que quand tu deviens toi-même adulte et que les choses changent encore de perspective et que tu gagnes en profondeur de compréhension des choses et tu gagnes aussi en compassion envers tes parents, envie de les protéger d'une certaine manière. Et si ça doit se faire sur le plan financier, eh bien ainsi soit-il, mais encore une fois, il y a tellement de manières d'aimer quelqu'un et il y a tellement de manières d'honorer quelqu'un. Il y a des gens que tu vas aimer toute ta vie et tu vas pas pouvoir leur montrer grâce à de l'argent. Ça va être autre chose. Ça va être dans ta manière d'honorer leur mémoire, ça va être dans ta manière de les évoquer, ça va être dans ta manière de les décrire. Voilà, tu vois, il y a des choses qui transcendent totalement cette notion financière.
Bref, confusion entre deux choses. Prendre soin de ses parents et la dépendance financière. Bienvenue dans un monde où tout ne s'achète pas. Tu peux poser la question de est-ce que s'occuper de ses parents signifie forcément se sacrifier financièrement. Je peux entendre que selon l'âge qu'a tes parents et selon le contexte économique dans lequel tu évolues, je peux comprendre que ça soit difficile parce que même si tout ne s'achète pas dans ce monde, je suis d'accord pour dire que la plupart des choses ont un prix. Et que si tu veux pouvoir offrir les meilleurs soins, les meilleurs assistants à tes parents, même si tu peux pas nécessairement les accueillir chez toi et que tu as envie qu'ils aient des aides à domicile ou autre, je suis obligée d'admettre que tout ça vient souvent avec un coût. Mais est-ce que s'occuper d'eux veut nécessairement dire que tu vas te sacrifier? Ce que j'entends par sacrifier, c'est-à-dire que tu vas te mettre dans une position où toi maintenant tu es aussi instable financièrement parce que tu essaies de soutenir tes parents. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Et j'irais même jusqu'à dire que normalement, un parent qui t'aime ne voudra jamais que tu te déstabilises financièrement pour prendre soin de lui. Parce qu'encore une fois, la plupart des parents sont très rationnels sur le fait qu'il y a de fortes chances qu'ils quittent cette terre avant toi. Donc, ce que la plupart des parents aimants veulent, c'est s'assurer que, avant qu'ils partent, toi, t'es bien. Avant que eux soient plus présents à travers le monde invisible qu'à travers le monde visible, ce qui les rassurerait, c'est de s'assurer que tu es stable ou moins financièrement. En tout cas, les quelques parents avec qui j'ai pu parler, j'en ai aucun qui m'a dit non, non, moi je préfère que mes enfants se sacrifient pour moi. Ceux qui pensent comme ça, souvent, sont des gens qui n'ont pas pris soin de leurs enfants quand ils auraient pu le faire et souvent ont aussi négligé leur propre éducation financière en tant que parents. Parce qu'à la fin de la journée, on en revient toujours à la même chose. C'est ta responsabilité. S'assurer que tu comprends le monde dans lequel tu évolues et que tu l'expliques du mieux de tes aptitudes à tes enfants. Donc vouloir responsabiliser ses enfants, c'est très bien, mais commencez à vous responsabiliser vous-même, les parents. Ça ferait vraiment toute la différence. Ensuite, les réactions de classe sociale, de narratifs opposés. Narratif 1. Mes parents sont sacrifiés pour moi, donc je leur dois tout. Narratif 2. Mes parents n'ont pas fait grand-chose pour moi, donc je ne leur dois rien. Vraiment sur du qui tout double là. Donc c'est un angle intéressant puisque la relation parent-enfant devient parfois un système de compatibilité morale. Donc en fait, c'est cette idée que voilà, quand tu estimes que tes parents t'ont suffisamment soutenu, ou du moins qu'ils en ont fait plus que ce que toi tu ne pensais qu'ils étaient capables de faire, souvent se met immédiatement en place un levier vraiment que je regarde si on dit redevabilité ou redevance. Vous m'excusez parce qu'en fait je parle pas souvent français, donc quand je le fais c'est une galère quoi. Mais en gros, on voit que quand les parents, en revanche, dès que l'enfant est né, va venir avec tout un système d'exigences, tu vois. C'est-à-dire qu'ils attendent de l'enfant qui se comporte comme ça sur le plan religieux, qui se comporte comme ça sur le plan professionnel, qui se comporte comme ça sur le plan relationnel. En fait, un enfant qui se sent accablé, c'est souvent soit de cas de figure, un enfant qui va devenir vraiment mais le tapis de sa famille. Pardon si vous vous reconnaissez dans ces mots-là. Le but, c'est pas de vous choquer, mais je pense que parfois les vérités, ça fait quand même du bien de les entendre. Le fait est que ta famille va t'exploiter parce que t'es une petite marionnette à la fin de la journée. Si on te dit va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite, et tu n'as développé aucun sens de libre arbitre d'une certaine manière, et que tout le temps pour un rien, tu vas devoir chercher l'approbation de tes parents, bah malheureusement, oui, peut-être que là tu vas tout faire pour tes parents, tu vas te sacrifier, mais il y a personne qui va te féliciter pardon de te comporter comme ça, parce que c'est une forme de suicide social de se comporter comme ça. Et le cas inverse est tout aussi vrai, c'est-à-dire que parfois les parents vont essayer de manipuler leurs enfants. Et en fait, l'enfant, à un moment donné, va être excédé et il va y avoir une rupture familiale parce que personne n'a envie de se faire sentir comme si c'était un chien, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je tombe un petit peu dans ce deuxième cas d'ailleurs, si je peux me permettre. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille où voilà, il fallait se comporter comme si, faire ça, pas faire ci, pas faire ça, au point où c'était trop, c'était extrême. Et ça n'avait pas de sens pour moi. Et je me suis dit, mais en fait, si c'est pour être accablé à chaque fois que je prends une respiration hors tempo, moi je préfère quitter le navire, quoi. C'est pas pour moi. Et ça crée des ruptures parce que tu en viens à estimer que de toute façon, tu n'es pas soutenu. Pourquoi rester dans un environnement où on te fait déjà se sentir comme si tu étais une espèce de paria? Autant voler de tes propres ailes, et puis comme ça, si les gens ont envie de se plaindre, ils auront une bonne raison de le faire, tu vois. Certaines personnes issues de familles aisées disent que les parents, donc ça je vous en ai parlé aussi un petit peu plus tôt, les témoignages inattendus. Donc c'est vrai que ça m'a surpris quand elle a commenté ça, la jeune femme, qu'elle dit non, mais elle vient d'une famille aisée, et puis voilà, ses parents essaient de la dépouiller.
C'est très révélateur de l'état d'esprit de ses parents. T'es en train de me dire que t'as déjà tout pour toi, que t'es installé, que ta fille se marie, quoi, quand tes parents désapprouvent d'un de tes choix pour se venger, ils viennent utiliser le levier de la culpabilité et puis voilà, ils viennent tirer les ficelles financières. Donc en gros, ils exigent qu'elle paye une baraque parce qu'elle dit voilà, maintenant t'es mariée, donc tu peux nous payer une voiture, tu peux nous payer une maison, tu peux payer ici, tu peux payer. Et en fait, la pression est accrue après le mariage. Et voilà, la pression familiale, elle n'est pas seulement liée à la pauvreté, mais à la logique derrière qui peut être très différente d'une famille à une autre. Ce qui est révélateur de toutes ces dynamiques-là, c'est qu'on est parfois famille versus l'individu. L'amour versus l'obligation qu'on incombe à l'amour et qui n'est pas nécessairement présente d'une famille à une autre. L'environnement dans lequel tu as grandi versus ton autonomie de pensée. Parce que par exemple, moi, vous voyez, donc j'ai grandi dans cette famille, ma mère portugaise, mon père camerounais, j'ai grandi en France, dans une famille extrêmement religieuse, quoi. Et le fait est que même si chez moi c'était comme ça, donc dans la cellule familiale il y a une énergie, il y a un mode de pensée, bah le monde extérieur existe aussi, tu vois. Donc quand tu vas à l'école, quand tu côtoies d'autres personnes, quand tu observes d'autres modes de fonctionnement ou même à la télé ou autre, quand tu es exposé juste à différentes façons de penser, ça vient quand même créer du contraste, tu vois, dans ta façon de voir les choses. Et ça peut motiver une décision. Donc, tu vois, ça peut motiver le fait que, voilà, bah, t'as pas envie de te sentir exploité par ta famille. Tu viens à comprendre que ta famille est censée être une source de soutien, pas la source de ta dépression. Donc, le fait que tu te sentes écrasé, incompris, exploité, bah, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des limites qui doivent être reposées. Et que pour l'instant, t'es un petit peu en train de te faire marcher dessus, quoi. On est un petit peu en train d'empiéter sur tes plates-bandes, comme on dit. Donc, angle économique et social. Dans les familles pauvres, dans les sociétés pauvres, les enfants ont historiquement été une assurance vieillesse, une force de travail, une sécurité sociale familiale. Avant l'État-providence, pas de retraite, pas de sécurité sociale. Donc les enfants étaient littéralement la retraite. Aujourd'hui, certains systèmes sociaux remplacent ça. Mais les mentalités restent. Donc on peut poser la question, est-ce qu'on fait parfois des enfants comme on ferait un investissement? Non mais j'écris des trucs, j'écris vraiment tout ce qui me passait par l'esprit, quoi. Ça me fait rire parfois de me relire. C'est pour ça que je me relis jamais, parce que même parfois je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça? Bref, les enfants comme système de retraite historique. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les enfants étaient littéralement assez sécurité économique. Société agricole, plus d'enfants égale plus de travail accompli. Plus de travail égale plus de sécurité pour les parents âgés. Donc c'est pas seulement culturel, c'est aussi économique et historique. Oui, parce que ça répond quand même au fait que vous étiez outrés quand j'ai demandé si on faisait des enfants comme en plan de retraite. Certains d'entre vous, vous avez eu des réponses, mais je vous assure, hein, hors sujet, quoi. C'est pas méchant de vous le dire, c'est juste, regarde l'histoire, ouvre les yeux, tu vois. À un moment donné, il faut arrêter de voir des insultes où il n'y en a pas. Ensuite, l'État-providence a changé la logique dans les pays avec la retraite, la sécurité sociale, les soins publics. Les enfants ne sont plus censés être la retraite. Mais les mentalités familiales évoluent plus lentement que les structures économiques. Donc certaines attentes subsistent, n'est-ce pas? La reproduction sociale, c'est un concept très important en sociologie. Les familles transmettent argent, capital culturel, comme disait Bourdieu, que j'aime beaucoup, que je cite à toutes les sauces depuis le lycée. Réseau, valeurs, attentes. Dans certaines familles, les enfants sont vus comme un investissement collectif. Exemple, un enfant fait médecine, il aide toute la famille. C'est une stratégie très répandue dans les familles immigrées ou pauvres. La différence entre solidarité et dépendance, c'est une nuance très importante, puisque la solidarité familiale, aider ses parents, contribuer, soutenir, dépendance familière, pression familiale, culpabilisation, obligation illimitée. Donc en fait, tu sais, c'est un débat, la question elle est vite répondue, parce que la réponse, elle est littéralement dans ton ressenti personnel. Personne ne peut se poser devant toi et te dire tu dois aider tes parents ou tu ne dois pas aider tes parents. Parce qu'il n'y a que toi, encore une fois, qui sais ce que tes parents ont fait ou n'ont pas fait pour toi. Mais surtout, c'est du cas par cas, même à l'intérieur de ta cellule familiale. Peut-être que ta mère va venir te voir en disant, bon, écoute, il s'est passé ci et ça, et tu vas avoir envie de l'aider, et ça va te sentir normal de la soutenir. Et peut-être qu'elle va revenir te revoir 3 mois plus tard avec une autre histoire, et que là, tu vas estimer qu'en fait, bah, ça te met mal à l'aise son histoire, et que, bah, c'est pas à toi, en fait, de l'aider, et que tu vois pas pourquoi elle vient te chercher toi, parce que venir te chercher toi parce que tu as de l'argent, en fait, ce n'est pas un argument suffisant. Et tu vas estimer que bah c'est pas parce que t'as de la thune que les gens ont le droit de te mettre la pression financièrement en fait. Parce que ça s'appelle du racket ça. Tu vois, t'as le droit de dire non en fait. Je sais que la frontière elle est souvent très floue et qu'il existe quelque chose dont vous et moi avons déjà parlé, c'est cette dette émotionnelle, tu vois, ou cette dette morale. Donc il existe 3 visions philosophiques principales. Donc déjà la dette infinie. Les parents disent souvent après tout ce qu'on avait pour toi. Donc déjà si t'as déjà entendu cette phrase un petit peu à toutes les sauces, sache que c'est pas bon signe.
L'enfant est redevable, n'est-ce pas, avec tout ce qu'on a fait pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, t'es coincé. Tu peux pas répondre à ça, encore une fois. C'est des gens qui t'ont mis au monde parce qu'ils ont décidé de t'avoir. Ils t'ont nourri parce que s'ils le faisaient pas, c'était les services sociaux, ainsi de suite. Ils ont répondu à tes besoins parce que eux-mêmes pressentaient comme une obligation sociétale. Souvent, même parfois, ils ont fait des enfants parce que leur famille, si tu viens d'une culture africaine ou quoi, c'est la honte de pas avoir d'enfants. Donc, genre, ils t'ont eu parce qu'ils voulaient échapper à la honte. Mais maintenant que t'es là, cette honte, c'est toi qui vas la porter et on va te culpabiliser jusqu'à ce que tu cèdes. Jusqu'à ce qu'on fasse de toi une petite poupée bien manipulable. Vision 2, aucune dette. Donc, argument philosophique, c'est l'enfant n'a pas demandé à naître. Donc il peut pas être débiteur puisque c'est pas de sa faute. Si vous avez fait une demande pour être mis au monde, là on pourra en discuter. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Vision 3, relation réciproque, c'est une position qui est un peu plus nuancée avec des histoires de gratitude, de soutien mutuel, mais pas de sacrifice destructeur. Normalement, si vous n'êtes pas bon, je vais pas dire que si vous n'êtes pas débile, normalement vous prenez la vision 3. Je ne vais pas le dire. Je vous laisserai choisir pour vous-même si vous préférez la vision 1 avec la dette infinie, la vision 2 avec aucune dette, ou la vision 3 avec la relation réciproque. Mais le fait est que c'est du cas par cas. Oui, je sais, je dis ça souvent, mais parce que c'est la réalité. On peut pas traiter des sujets aussi complexes dans la vie comme une généralité qu'on banalise. Ce serait pas juste. C'est difficile de dire à quelqu'un qui a été maltraité, qui a été victime d'abus, que ses parents ont tabassé, exploité et vécu des atrocités. Toi, tu te pointes avec, tu vois, cette espèce de dictature morale en expliquant à cet enfant-là qu'il est censé être redevable, mais toi, en fait, t'es qui? Et d'ailleurs, il y a eu ça dans les commentaires aussi. Il y a eu une meuf qui a commencé à parler à base de non, mais on aurait pu avoir des parents terribles, ceci, cela. Et je lui dis non, mais meuf, en fait, tu sais pas les parents qu'ont eu les gens. Donc arrête de venir vouloir expliquer aux gens que t'as une supériorité morale et que pour toi, vraiment, aider ses parents, c'est le minimum. Parce que souvent, le minimum, ça aurait été que leurs parents aident leurs enfants et ils n'ont pas su le faire. Donc, tu vois, ne viens pas imposer ta vision du monde pour des choses qui sont vraiment sujettes au cas par cas. Il y a l'angle culturel et identitaire. Donc je sais que c'est sensible aussi, mais ça n'en est pas moins intéressant. Dans certaines cultures, la solidarité familiale elle est très forte, et dans d'autres cultures, on est sur du famille versus individu. Donc dans d'autres, autonomie individuelle versus indépendance économique, n'est-ce pas? Donc en fait, il y a cette idée que dans certaines familles, ta réussite, c'est la réussite de toute la famille. Après, encore une fois, il faut nuancer. C'est-à-dire que, est-ce que, quand il dit ça, les efforts, est-ce qu'ils les ont fait avec toi, ou est-ce que c'est vraiment, ils sont là que pour le partage du pactole? Tu vois? Genre, c'est notre réussite à partir du moment où il y a un billet à partager. Mais sinon, dans d'autres familles, et souvent sont des familles, justement, on considère socialement un peu plus évolué quand même, j'aime pas trop cette formule. Si toi, par exemple, t'as un frère ou une sœur, et que toi, on considère ta famille, t'as l'approbation de ta famille sur le plan professionnel, on considère que t'as réussi ta vie. Mais que ton frère et ta sœur, ce n'est pas le cas. C'est ta réussite, mais ton frère et ta sœur n'ont pas réussi leur vie. Et il y aura toujours cette espèce de comparaison où c'est pas vraiment t'es la fierté de la famille, oui et non, tu vois. C'est-à-dire que on va pas nier le fait que t'as un certain succès, mais le fait que tu aies du succès, c'est pas la finalité du game. Le jeu n'est pas terminé. Il y en a encore deux autres où tu vois, quel que soit le nombre de frères et sœurs, eux, il faut encore qu'ils sortent leur épingle du jeu et il faut encore qu'ils s'affirment comme étant, je sais pas, des leaders dans leur industrie ou du moins des gens étant stables financièrement, tu vois. Ça va pas être comme dans d'autres familles où c'est bon, il y en a un qui a réussi et on considère que c'est jackpot pour les 47 cousins et cousines. Donc, c'est vraiment selon ta famille, selon encore une fois les valeurs qu'ils vont instaurer. Certains vont considérer que c'est normal, que voilà, ils ont réussi, donc tout le monde a réussi, donc plus personne n'a vraiment besoin de chercher l'innovation. Il y a un jackpot et on se le partage. Et dans d'autres familles, on va considérer que non, mais d'accord, ok, mais le fait que ta sœur ait réussi veut pas dire que toi t'as réussi. Si demain il a quelque chose à ta sœur, toi, t'es toujours dans la merde. Donc en fait, il faut vraiment que tu mettes la main à la pâte et que tu fasses en sorte de développer une indépendance économique. Tu vois, peut-être que tu vas demander à ta sœur ou quoi de t'aider un petit peu ou te présenter du monde ou cocasse, mais tu peux pas t'appuyer sur elle. Elle a sa vie et t'as la tienne, tu vois. Donc on disait tout à l'heure que dans une famille où il va y avoir une poule aux yeux d'or, une poule aux œufs d'or, pardon. Donc tu vas avoir bon enfant versus mauvais enfant, et ça va engendrer d'autres conflits familiaux, puisqu'au final, l'héritage est conditionnel, il y a une pression sociale et puis il y a un contrôle financier. C'est-à-dire que cet enfant qu'on considère qu'il a bien gagné sa vie désormais devient un point de
pas nécessairement de référence, hein, mais de comparaison, pour pouvoir parfois mieux humilier les autres, mieux les contrôler, mieux tirer son épingle du jeu en tant que parent, ce genre de choses. Et au final, ça va ternir les relations entre frères et sœurs, puisque même si t'aimes ton frère ou que t'aimes ta sœur, si on passe ses journées à te comparer à elle ou à lui, et à un moment donné, tu vas les avoir là, tu vois. Et au-delà de ça, ça met aussi une pression à cet enfant qu'on considère comme étant l'enfant modèle, parce qu'il sait, déjà souvent, ces gens-là, quand ils traversent des périodes difficiles, ils osent pas trop le dire, parce qu'ils savent que toute la famille compte sur eux, tu vois. Donc ils ont pas envie d'expliquer qu'ils traversent une mauvaise passe, ou que là, ils sont dans une période d'instabilité professionnelle ou financière, parce qu'ils ont peur des retombées, et qu'en fait, ils n'ont pas de filet de sécurité. C'est eux le filet de sécurité, tu vois. Donc il va y avoir ce truc où on peut se demander, lutter versus sacrifice destructeur. Parce que si t'en viens à arriver dans une situation, en fait, ta famille compte sur toi, mais tu ne peux pas compter sur ta famille, est-ce que c'est vraiment de la solidarité ou est-ce que c'est un sacrifice destructeur? C'est légitime de se poser la question, tu vois. Donc, aider ses parents, oui, s'endetter, ruiner sa propre stabilité, retarder sa propre vie, laisser ses parents s'infiltrer dans tes décisions parce qu'ils considèrent que comme finalement leur stabilité financière dépend plus ou moins de toi, de manière assez ironique, ils estiment que désormais, plus que jamais, ils ont leur mot à dire sur tes décisions financières. Wow, tu vois, est-ce que c'est pas en train un peu de prendre des proportions débordantes tout ça, quoi? Question intéressante, à partir de quand la loyauté familiale devient-elle une pression? Gratitude et dette morale. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la dette, le fait que l'enfant n'ait pas choisi à naître, la gratitude, même si les parents n'ont pas été parfaits, ils ont donné ce qu'ils pouvaient, donc on peut donner en retour. Mais que voilà, il y a un versus entre gratitude et obligation infinie. Parce que c'est pareil. Ok, t'es reconnaissant pour ce que tes parents ont fait enfant pour toi. Ma question, c'est est-ce que tu vas être reconnaissant pour toujours? Est-ce que quand toi aussi tu auras tes enfants et donc une famille qui dépend de toi, est-ce que tu vas continuer à être concentré sur ce que tes parents ont fait ou est-ce que tu vas commencer à te concentrer sur tes propres enfants, tu vois? Parce que c'est souvent ça aussi qui crée un déséquilibre, hein. Dans les commentaires, je vous ai dit, il y avait beaucoup d'Africains, beaucoup d'Arabes. Moi, je sais que dans la majorité des familles africaines, Western Union, ça a été une source de conflit, surtout si quand seulement un des parents est d'origine africaine et que l'autre parent est genre d'ailleurs, tu vois, et que eux sont pas nécessairement confrontés aux mêmes problématiques selon la culture dont ils sont issus. En fait, le fait que tu aies un des parents qui divise l'argent du foyer et fasse des dons, tu vois, Western Union en Afrique pour aider la famille, que ce soit pour les aider parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide ou pour les impressionner parce qu'on sait aussi que les Africains en Europe adorent flex sur leur famille dans les autres pays, tu vois. Au final, ça crée des conflits. Et quand toi, tu as des enfants qui eux aussi ont besoin de faire des activités extrascolaires, ont aussi besoin qu'on finance leur mode de vie et que toi, tu es dans un délire où tu as encore besoin de cette approbation familiale, tu as encore besoin de soutenir tes parents, tu as encore besoin de prouver que tu es quelqu'un, ça crée un déséquilibre dans ta propre vie, dans ton propre foyer. Donc il y a une forme d'incompatibilité morale. Ensuite, la responsabilité adulte. Certains pensent, une fois adulte, chacun est responsable de sa vie, parents compris. Tout le monde se débrouille. Ensuite, la question qui est vraiment le débat. Si tu étais dans la même situation financière que tes parents, au moment où ils t'ont eu, est-ce que toi, tu trouverais que c'est sage, que c'est une bonne décision de faire des enfants? La vérité, c'est qu'il y en a beaucoup qui défendent leurs parents par rapport aux décisions que leurs parents ont fait, mais ils ne feraient pas le même choix quand ils sont honnêtes, tu vois, quand ils ont suffisamment de recul par rapport au sujet, quand ils sont suffisamment détachés et émotionnellement pour dire les choses, ils te le disent. Non, c'était pas malin de faire galérer un enfant à ce point-là, et que si eux étaient remis dans les mêmes circonstances, ils attendraient avant de faire des enfants. Ils se concentreraient d'abord sur leur stabilité financière, parce que c'est un pari qui est risqué. Le petit côté, oui, bon bah voilà, on fait des enfants et on espère que tout ira bien et puis on va tout faire pour joindre les deux bouts. Alors bien évidemment qu'on n'est pas là pour accabler les gens, donc c'est la réalité et qu'on trouve ça honorable qu'ils prennent quand même la responsabilité de leurs enfants. Mais ceci étant dit, c'est une responsabilité qu'ils auraient pu s'épargner en premier lieu, en acceptant d'attendre, d'être stable financièrement et de faire les choses. Il y a des gens qui disent on n'est jamais prêt pour faire un enfant. Écoute, quand t'as pas de baraque, t'as pas de maison et que t'as pas de carrière, laisse-moi te dire que c'est pas le moment idéal. Voilà. Donc peut-être qu'il n'y a jamais de moment parfait, mais il y a des moments qui ne sont pas opportuns. Et on peut tous le voir. Donc le fait que vous preniez des risques et que vous embarquiez un enfant dans cette aventure qui est déjà, tu vois, aussi folle que celle de la vie, franchement, il y a des fois, c'est vraiment être irresponsable, tu vois, et c'est limite une maladie mentale. Moi j'ai vu des gens faire des gosses, les gamins, ils sont tous frères et sœurs entassés dans la même pièce,
Et oui, quand les gens grandissent, ils s'expliquaient qu'ils ont manqué de rien et que voilà, ils remerciaient leurs parents. Mais à la fin de la journée, si eux devaient le faire, ils auraient honte de leur propre comportement, tu vois. Si eux devaient revivre la même situation que leurs parents leur ont infligée, parce qu'à la fin de la journée, souvent c'est ça, ils ont infligé à leurs enfants des situations insalubres parfois, mais ils le feraient pas. La réalité, elle est là, et c'est bien de pouvoir l'admettre, parce que c'est comme ça qu'on progresse. C'est en admettant qu'il y a des erreurs qu'on ne souhaite pas refaire, au lieu de prétendre que non, on survit à tout, non, c'est pas si grave. Tu gagnes quoi à faire semblant que quelque chose te convient alors qu'en réalité ça ne te convient pas? Ensuite, tu peux poser plusieurs sous-questions. Est-ce que faire des enfants quand on est financièrement instable et courageux, ou est-ce que c'est irresponsable? Je vous laisserai répondre pour vous-même. Est-ce que l'amour suffit? Est-ce que les enfants devraient être une stratégie économique? Bon, pour conclure, les relations parents-enfants sont chargées émotionnellement. Beaucoup de conflits viennent de modèles culturels différents. La vraie question n'est peut-être pas doit-on quelque chose à ses parents, mais plutôt comment créer des relations familiales qui ne reposent ni sur la culpabilité, ni sur une dette, qu'elle soit émotionnelle ou financière. Question puissante qu'on pourrait vraiment se poser. Un enfant doit-il être la retraite de ses parents? Je sais que c'est des questions qui sont douloureuses pour certains d'entre vous, et c'est pour ça que je vous invite activement à y répondre. Si vous avez envie de partager votre ressenti, aussi délicat soit-il, aussi blessé puissiez-vous être, je peux le concevoir. Répondez dignement, s'il vous plaît. Je sais que ce sont des questions d'actualité et parfois des questions qui révèlent parfois nos capacités, parfois nos incapacités, qu'elles soient émotionnelles, financières, économiques ou autres, vous voyez. Mais soyons honnêtes, parce que aussi sensible ta situation puisse-t-elle être, t'es pas tout seul. Il y a d'autres gens qui vivent la même chose que toi et ça sert à rien d'échauffer les esprits alors que vous pouvez vous soutenir et qu'on a des conversations comme ça pour justement crever l'abcès et pouvoir réorganiser les communautés afin d'aider les gens qui ont le sentiment de partir de rien, afin de les aider à se stabiliser et afin que les enfants qui se sentent isolés et qui prennent soin de leurs parents et qui font tout pour aider leur famille et que ce soit aider leurs ancêtres ou aider leur descendance, que ces gens-là puissent le faire dans de bonnes conditions. Vous voyez, on a des conversations qui sont difficiles et parfois même désagréables parce que ce qui en ressort, c'est positif pour tout le monde en réalité. Donc, autre question, la gratitude peut-elle devenir une forme de manipulation? Vraie question. On le sait que la gratitude peut souvent servir à actionner le levier de la culpabilité et que les gens vont utiliser le fait que vous vous sentiez redevable pour mieux vous manipuler. On le sait que c'est possible et que vos parents, à la fin de la journée, ce ne sont que des êtres humains. Est-ce qu'aimer sa famille signifie sacrifier? Pourquoi certaines cultures valorisent plus la loyauté familiale que l'autonomie? Est-ce qu'on perpétue des modèles économiques familiaux sans les questionner? De toute évidence, vous êtes nombreux à avancer à l'aveuglette et ça se voit. Donc, sur le titre fort pour le podcast, doit-on payer la dette d'être né? Je pense que c'est un petit peu trop borderline ça comme titre. Les enfants sont-ils la retraite des parents? Ça, j'aime bien parce que c'est de là qu'a commencé notre conversation, mais c'est pas ça vraiment. Parce que, encore une fois, je vous ai dit, on parlait de la retraite, mais j'aurais pu parler du fait que certains parents demandent un loyer à leurs enfants. C'est pas que ça, c'est vraiment la relation parent-enfant et en fait cette histoire d'emprise familiale et de redevabilité personnelle, tu vois. Amour familial ou pression financière. Est-ce qu'une famille saine est une famille où l'on se doit tout? Ou une famille où on choisit librement de se soutenir? Là, je vous pose vraiment une série de questions pour que vous puissiez brainstorm de votre côté et puis j'attends vos retours, hein. C'est pas parce que je vous ai dit de rester poli dans les commentaires que je ne veux pas que vous vous exprimiez. Au contraire, je veux vos émotions brutes, mais respectables quand même, quoi. Est-ce que faire des enfants quand on sait qu'on ne pourra pas les soutenir financièrement est un acte d'amour ou un pari? Est-ce qu'un enfant doit être reconnaissant ou est-ce qu'il a simplement été mis au monde? Pourquoi certaines familles considèrent l'enfant qui réussit comme une réussite collective alors que d'autres cultures valorisent l'indépendance individuelle? À partir de quand l'aide financière devient-elle une pression familiale? Est-ce que la gratitude doit être spontanée ou exigée? Peut-on aimer profondément sa famille et refuser d'eux certaines attentes? Moi, je vais me permettre de répondre à cette dernière question et bien évidemment, et encore heureux, faites pour vous-même cette distinction entre amour et redevance, d'accord? On peut aimer les gens et leur dire non. On peut, d'ailleurs, tu pourras jamais aimer personne si tu ne t'aimes pas toi-même en premier lieu. Commençons par ça, d'accord? Aimer les autres, c'est impossible sans une base très saine et très solide d'amour de soi.
Et savoir s'aimer soi-même, c'est savoir quand dire oui à l'autre va venir déstabiliser soit la version que tu es actuellement, soit la personne que tu es en train d'essayer de devenir. Si les requêtes des autres commencent à venir grignoter ton libre arbitre, ta conscience de toi, ta liberté personnelle à une certaine échelle, c'est pas que tu as le droit de refuser, c'est que c'est ton devoir de refuser. Ensuite, ce qui m'a le plus frappé dans cette discussion, ce n'est pas seulement les désaccords, c'est à quel point cette question touche quelque chose de très profond. Notre rapport à la famille, à la loyauté, à la gratitude. Parce que personne ne choisit la famille dans laquelle il naît, mais nous faisons tous du mieux que nous pouvons pour nous y accommoder, pour l'aimer et pour la soutenir. Et pourtant, une grande partie de nos vies est structurée autour de cette relation, parfois, sinon souvent, conflictuelle. Certaines personnes voient la famille comme un système de solidarité absolue. On se doit tout, quoi qu'il arrive. Valeurs souvent instaurées depuis l'enfance. D'autres pensent au contraire que chaque individu doit pouvoir construire sa vie sans porter le poids des choix de la génération précédente. Conclusion, entre ces deux visions, il y a toute une zone grise. Aider ses parents peut être un acte d'amour, mais l'amour devient plus compliqué quand il se transforme en obligation. Êtes-vous invité à aider ou êtes-vous convoqué à aider? Peut-être que la vraie question n'est pas est-ce qu'un enfant doit quelque chose à ses parents. Peut-être que la vraie question est comment construire des relations familiales qui reposent sur le choix et non sur la culpabilité. Des relations où on peut donner sans se perdre. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était un petit épisode. N'espérez pas que j'arrive comme la Suisse. Il n'y aura pas de neutralité. J'ai un point de vue, je compte le partager. Maintenant, je ne suis pas fermée à la conversation. Moi, je vous donne ces épisodes. J'ai pas l'intention de vous imposer un point de vue, mais très clairement, j'ai pas non plus l'intention d'occulter ce que je pense afin de plaire au plus grand nombre. Il n'y a aucun problème si vous et moi ne sommes pas d'accord. Et j'aimerais que nous puissions en discuter. Et si vous êtes d'accord, tant mieux. J'aimerais aussi que vous partagiez votre point de vue. Ceci étant dit, inutile de m'insulter, comme ce fut le cas sur Instagram. Certains d'entre vous, vous avez vraiment pété les plombs. Il faut savoir que je réponds à tous les commentaires. J'aimerais ne pas avoir à vous insulter. J'aimerais que nous puissions vraiment échanger le plus cordialement possible. Donc, je vous le demande, rendez tout cela possible. Je sais que vous êtes des gens intelligents. Si vous regardez une vidéo comme ça, c'est que vous aimez le débat, c'est que vous aimez vous questionner sur tous ces rapports de société, culturelle, économique. Et j'aime autant. Maintenant, moi, mon vrai angle d'attaque, si j'ose dire, c'est me défaire de l'emprise. Toutes les emprises. Que ce soit une emprise religieuse, que ce soit une emprise familiale, que ce soit l'emprise économique. Donc, je vais toujours questionner les dynamiques où finalement on a eu une manière de faire les choses, on a eu une manière de toujours accepter tout des générations précédentes et c'est comme ça que ça a fonctionné. Les gens comme moi, on va toujours questionner ces comportements, vous voyez. Et si vous êtes là, de toute évidence, c'est que vous aussi. Donc, apprenons à vivre avec des gens questionnant des choses que nous prenions pour acquis et apprenons à nous apaiser lorsque les gens nous proposent des avis avec lesquels on n'est pas toujours d'accord, parfois sur des points de vue un petit peu inédits, parfois qui viennent vraiment mettre le doigt ou questionner notre héritage, tu vois, notre héritage culturel, notre héritage économique même. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de vous attaquer, ça veut juste dire qu'on aimerait mieux comprendre. Et ça, on peut le faire ensemble. Donc voilà. En tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine. J'ai hâte de vous lire, hâte de vous retrouver. Et puis, suivez-moi sur Instagram parce que je partage donc ces petits reels de 1 minute qui vous laissent rarement indifférent. Et puis ensuite, je reviens sur YouTube pour qu'on puisse faire un schéma, un format, pardon, un petit peu plus long ensemble et rentrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, passez une très belle journée. Au revoir.